à cette séance dernière de l'année 2023, juste avant Noël, dernière ligne droite. Merci à ceux qui sont présents. Je vais procéder à l'appel avant de commencer ce conseil municipal qui est un conseil municipal non allégé puisqu'on a à peu près 25 points, ce qui est notre moyenne régulière et mensuelle de points municipaux. Anan Mahalem, Laurent Saadi, Nathalie Marchand, Maxime Coupet, Laurence Blanc, ok, Stéphane Bergoni, Bernadette Marc, ok, André Ginou, Alain Ourliac, Christian Jouve, Bernard Capu, Marie-Claude Drabec, Jean-Philippe Félighetti, ok, Jean-Pierre Cabaret, ok, Laurence Sénégas, Nicolas Belli, Benoît Albagnac, retardé, ok, Emmanuel Carbone, ok, Cédric Paluel, bonsoir. C'est pas grave, on est en plein dans l'appel du conseil municipal. Venez vous installer juste à côté de moi. Voilà, vous avez 2 places réservées. Je continue l'appel. Donc on a dit Cédric Paluel, hein, c'est ça, vous avez dit procuration à Laurent Saadi. Muriel Philippe. Tout le monde est malade pour ce dernier conseil municipal qui est... D'accord, ok. Bekta Bouzid, Nadia Ouldalmer, Isabelle Manteau, ok. Malika Mazous, donc je fais plus son appel puisque nous avons reçu la démission de Madame Mazous dans la semaine. Et pour l'instant, son remplacement n'est pas acté, donc c'est en cours. Donc je l'enlève de l'appel du conseil municipal. Maxime Lacoste, Julien Lassalle, Sébastien Brosse, pour la minorité Saint-Sulpice, c'est vous. Et Valérie Beau, pour la minorité Saint-Sulpice, c'est vous. Absent. Chers élus, merci beaucoup. Donc nous accueillons, hein, vous avez vu, 2 retardataires qu'on excuse bien entendu, Monsieur Demerseman, président de la MJC, et puis Madame Favarel, vice-présidente. C'est le premier point du conseil municipal, donc on parlera tout à l'heure, après l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal du 7 novembre, et puis ensuite on pourra vous libérer du coup, et continuer nos 23 points en suivant. Chers élus, nous allons donc ouvrir cette séance. Une petite boîte de chocolat que je vous fais tourner, puisque c'est Noël, offert par Monsieur le maire. Ne soyez pas trop gourmands, attention quand même aux estomacs avant Noël. Et puis je vous fais tourner aussi ce nouveau calendrier édité par la mairie de Saint-Sulpice-la-Pointe pour ses habitants. Donc on retrouvera dans les différents accueils de la mairie, police, urbanisme, etc. Et j'en donne 2 à nos amis de la MJC, ainsi qu'un petit paquet que vous pourrez mettre à l'accueil de la MJC. Nous allons passer donc à l'approbation du procès-verbal du Conseil du 7 novembre. Y a-t-il des questions, des remarques ou des observations sur ce Conseil municipal? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. Nous allons passer au point donc numéro 1
sur la convention entre la MJC, ah pardon, on me souffle à l'oreille que j'ai oublié, de secrétaire de séance, qui avec son joli bonnet OOO, forcément, va être Laurent Sénégas, voilà, pour cette fois-ci. Et je vous propose donc de passer au point numéro 1 sur la convention entre la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, et la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe. Pour présenter ce point, je laisse bien entendu la parole à Madame l'adjointe à la réussite éducative et à la jeunesse saint-sulpicienne, ainsi que la défense de la langue occitane, Nathalie Marchand. Merci, monsieur le maire. Oula, c'est fort aujourd'hui. Le volume est assez fort. Je vais essayer de baisser de volume du coup. Donc, dans le cadre d'une volonté de refonte de la politique jeunesse municipale, une démarche a été engagée depuis 2022 par la municipalité afin de fixer des axes et objectifs clairs en direction des jeunes de la commune. S'appuyant sur un diagnostic, les orientations de la convention territoriale globale, la CTG menée par la communauté de communes, du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD, et sur les objectifs du projet éducatif de territoire, PEDT. Cette nouvelle politique se décline en 5 axes éducatifs principaux. Un volet animation, au service des rencontres et échanges entre tous les jeunes. Un projet qui s'appuie sur une thématique centrale, l'environnement, géographique, naturel, économique, culturel, artistique et social. Un projet qui favorise l'engagement local, un projet qui va donner la part belle aux passerelles, au service d'un vrai parcours du jeune, un projet au service de la prévention des conduites à risque. Un poste de coordonnateur jeunesse municipale a donc été créé depuis janvier 2022 afin d'accompagner et mettre en œuvre cette politique jeunesse municipale durant 2 années, 2022 et 2023. Une réflexion a été menée en partenariat avec la MJC de Saint-Sulpice-la-Pointe afin qu'un nouveau partenariat soit mis en œuvre pour répondre aux grands enjeux pour la jeunesse. Clarifier l'offre de services à destination des adolescents, renforcer les possibilités d'engagement des jeunes, développer la communication à destination des jeunes et des familles, mettre en place une coordination entre les acteurs pour permettre une meilleure efficience des projets. Cette réflexion aboutit à une nouvelle convention pluriannuelle de moyens et d'objectifs que vous avez eu en pièce jointe dans l'envoi de l'invitation au conseil municipal. Et c'est dans ce cadre de projets renouvelés que la MJC contribuera, avec les atouts de ses réseaux, ses compétences et son expertise, à développer des projets innovants avec et pour les jeunes. Un travail partenarial a été mené depuis début septembre, en collaboration avec les représentants élus de la MJC, les techniciens, donc le directeur de la MJC et la coordinatrice animatrice jeunesse, et plusieurs réunions entre nos services et nos élus respectifs ont permis d'aboutir à cette nouvelle convention d'objectifs et de moyens qui, je pense, a donné satisfaction à tous, pour le coup, et j'en suis très satisfaite de tout ce travail partenarial mené, et j'espère que pour les jeunes, ce sera un grand pas en avant pour permettre de clarifier cette offre et de pouvoir les accompagner dans les meilleures conditions possibles. Je vais laisser quand même monsieur de Merseman, qui ne sera pas venu pour rien, s'exprimer par rapport à cette nouvelle convention et puis donner son point de vue aussi sur ce travail partenarial qui a été engagé. Denis. Si ça marche, voilà. Merci Nathalie, merci monsieur le maire de m'avoir invité, de nous avoir invité, Nicole, à ce conseil municipal. Oui, c'est vrai que nous avons vécu une période particulière, une année très particulière, avec un premier versant un peu difficile, et puis une mise au travail en commun. Travail, comme l'a dit Nathalie, avec les élus et les techniciens, qui a permis, je crois, de renouer la confiance. La confiance était quand même quelque chose d'indispensable pour travailler sur cet objectif extrêmement important qui est la jeunesse sur Saint-Sulpice, puisque c'est cela dont il s'agissait. Alors,
effectivement, il a fallu changer de pied, il a fallu qu'on se repositionne un petit peu différemment, qu'on regarde d'autres objectifs. Et finalement, au travers de ces objectifs, nous avons pu apercevoir des opportunités, des ouvertures qui n'existaient pas auparavant. Et il a fallu positiver cette démarche et travailler pour construire un projet commun. Un projet commun, évidemment sous l'égide de la municipalité, mais un projet qui permettra à nos jeunes de trouver une offre vraiment plurielle sur le territoire, une offre complémentaire, ça c'est extrêmement important, avec un guichet d'entrée unique et la possibilité pour les jeunes de se déterminer, non pas en fonction de la personne qu'ils ont en face ou de l'organisme qu'ils peuvent avoir en face, mais de l'action qu'on leur propose et surtout qu'ils soient à même de les accompagner pour pouvoir développer leur projet. Et c'est vrai que je crois qu'en un temps assez court, nous avons réussi quelque chose qui n'était pas évident à l'origine. Je ne sais pas si beaucoup de personnes auraient parié dessus, mais à nous mettre d'abord à renouer cette confiance, hein, qui était, il faut le dire, un peu émoussée, voilà, le terme est juste, et puis surtout à construire quelque chose qui a du sens pour nos jeunes et dans la pérennité. Il y avait plusieurs conditions très importantes. La première, c'était la pluriannualité de cette convention. Hein. On voulait avoir une perspective devant nous, et pas simplement être sur la répétition d'avenants. Et puis il y avait aussi garder notre âme de MJC, c'est-à-dire ne pas être un prestataire de service, être vraiment là en complémentarité sur des actions propre à la MJC, grâce au réseau, hein, comme l'a dit Madame Marchand, grâce au réseau des MJC qui apporte quand même énormément de choses, et puis sur des actions communes, sur des compétences complémentaires entre les techniciens de la municipalité et les techniciens de la MJC. Donc là, nous en sommes là. En principe, la passation se fait au mois de juillet en ce qui concerne l'accueil jeunesse à proprement parler, mais il a déjà commencé. Je dirais qu'on est en pleine mutation et que la mutation, elle se fera au fur et à mesure et qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Ça ne peut pas être un arrêt brutal. Et il faut, parallèlement, rassurer nos jeunes, c'est-à-dire les rassurer sur ce qu'ils vont avoir devant eux, sur les amener à fréquenter d'autres lieux, nous aussi, changer notre vision, notre objectif, nous décaler pour voir différemment les choses. Je pense que nous y sommes arrivés. Nous avons surtout réussi, grâce aux techniciens de la MJC qui étaient fortement impliqués dans le projet et aux techniciens de la mairie qui étaient de leur côté, eh bien, à envisager un fonctionnement complètement différent de ce qui existait avant. Voilà, donc on ne va pas vendre la peau de l'ours maintenant, puisque là, on est vraiment dans la mise en œuvre. Mais franchement, il y a un vrai optimisme de notre côté, un vrai dynamisme qui va, je l'espère, entraîner tout le monde et puis nous permettre de construire un monde, alors je dirais pas meilleur, mais alors en période de Noël, on peut le dire, allez, un monde meilleur pour nos jeunes. Voilà. Je suis aussi très satisfaite de ce qui s'est passé par rapport à cette convention. C'était important pour nous aussi d'avoir cette convention sur plusieurs années. C'est vrai, comme disait Denis, pour nous, on peut mieux se projeter dans l'avenir. Et voilà, donc nous, on est très optimistes, comme tu le disais, sur ce nouveau projet, parce que nos animateurs sont très enthousiastes. Donc nous, on l'est aussi. Voilà. Merci beaucoup. Laissez peut-être la parole aussi à Madame Boule-d'Almer, déléguée à la culture. Monsieur le maire. Donc juste pour rappeler, au niveau de la convention, voilà, Nathalie l'a très bien abordé, puisque c'était le point, on va dire, le plus important de la convention qui a été revu. Pour juste la précision, tout le reste de la convention reste inchangé, puisque nous continuerons bien entendu à travailler, comme tu l'as très bien dit Denis, dans la bonne énergie, dans la bonne synergie, dans le côté positif sur les autres projets, que ce soit fait de la musique ou autre. Voilà, comme ça se faisait au préalable. Je voulais ajouter ce petit détail qui n'est pas négligeable. Il n'y a pas eu, voilà, ce soir a été présenté le point essentiel qui a été revu sur la convention, comme il a très bien été expliqué ce soir, et le reste, bien entendu, reste inchangé.
Moi, je tiens, et Monsieur le Président de la MJC, Madame la Vice-Présidente, chers conseillers, je tiens à dire effectivement toute ma gratitude au service à la fois des personnels de la MJC et au service aussi dans les services les agents de la mairie, parce que je pense qu'il y a eu une vraie synergie qui s'est créée, et vous avez raison de le dire, elle n'était pas dessinée d'avance. Vous le disiez par le mot émoussé, je pense qu'effectivement on s'est retrouvés nous sur un conseil municipal ici, où on avait une ribambelle de personnes qui venaient manifester, qui sûrement faisaient manifester dans l'incompréhension de ce qui était en train d'arriver, de ce qui se passait. Et je pense que on a appelé au calme en disant, des deux côtés d'ailleurs, en disant on se met au travail et laissez-nous du temps, parce que il faut ce temps d'instruction, il faut ce temps pour instruire et puis créer la dynamique. Vous avez, je pense, mis, je regarde les élus et puis les membres du bureau de la MJC, mais vous avez su mettre les bases d'une fondation. Vous le savez aussi, de l'autre côté, en même temps qu'il y a ce projet humain qui est aujourd'hui signé et qui va être soumis au vote des élus et qui est concrétisé par cette convention d'objectifs et de moyens, il y a un projet structurel de structure longtemps reporté, ce bâtiment de l'ancienne mairie d'MJC qui est aujourd'hui au demeurant mise en demeure de la préfecture, puisque nous devons réaliser une fermeture administrative de cette ERP, équipement recevant le public. Stéphane Bergoni, adjoint à la prévention sécurité, emmène les échanges avec la préfecture. Longtemps, la préfecture a donné du temps à la mairie pour faire les travaux qui s'imposaient, etc. Sauf que ce temps, les normes ont monté aussi. Ça soit l'accessibilité, l'obligation d'avoir de l'ascenseur, l'obligation de ne plus avoir de chauffage ou de zones difficiles en connexion avec les enfants. Et donc, naturellement, on a levé en même temps un projet structurel qui est ce nouveau polyespace qu'on va détruire, qu'on va déconstruire pour le reconstruire et en faire effectivement le bâtiment, le lieu en cœur de ville, en centre-ville dédié à la jeunesse. Et bien sûr, la MJC sera partie prenante totalement, puisque on vous a fait à chaque fois, on vous a invité à participer aux ateliers de réflexion, et vous serez aux côtés de la mairie, mais aux côtés d'autres associations, d'autres acteurs en direction de la jeunesse sur ce lieu. Donc, et je voulais surtout pas que ce lieu, ça soit une coquille vide. Je voulais vraiment que ce lieu, ça soit aussi un bâtiment, mais qui ait un projet humain, un projet de cœur qui aille avant même la réalisation de ce bâtiment. C'est le cas ce soir. Je crois que vous aviez raison, Monsieur Demerseman. La signature officielle se fera, je crois, courant janvier, une fois que le conseil municipal aura donné son habilitation, ce que je ne doute pas, chers élus, ce soir. Et puis, dans ce bâtiment, c'est vrai qu'il pouvait y avoir aussi cette question de visibilité, en se disant, ok, on a des conventions qui sont signées une fois par an, on est quand même un peu en situation précaire, et donc, comme le disait Nathalie Marchand tout à l'heure dans son exposé, pouvoir donner de la visibilité, c'est aussi rassurer les gens dans ces changements, parce que tout changement apporte questionnement, anxiété, doute, et donc c'est un signe fort que la mairie veut envoyer en direction de l'ensemble des bénévoles de la MJC, de ses salariés ainsi que son bureau, en signant cette convention qui clarifie les choses sur plusieurs années. Chers élus, Madame Marchand, allez-y. Juste un dernier point, je m'y étais engagée face à certains parents que j'avais rencontrés et je m'y suis réengagée dernièrement. Lorsque la convention sera signée, nous organiserons une réunion publique à destination des parents, des jeunes, pour pouvoir leur présenter ce nouveau projet en collaboration et pouvoir les rassurer justement sur ce partenariat et la continuité d'action et d'accompagnement de leurs enfants. Pas de questions, pas de remarques. Je vous propose donc, devant Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente, qui pourront derrière passer le message à l'ensemble de leur bureau, procéder au vote de la convention d'objectifs et de moyens entre la MJC de Saint-Sulpice et la commune. Qui est contre?
Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Un grand merci. Bravo. Et à très vite. Monsieur le maire, je vais de ce pas en réunion de bureau, puisque j'étais en réunion de bureau, pour faire part du résultat de ce vote. Merci beaucoup, à très vite. Et unanime, bien sûr. Allez, excellente soirée et bon courage pour les 23 points, c'est ça, si j'ai bien compris. Voilà. Passez de bonnes fêtes. Merci, bonne fête à tous. Nous allons, en suivant, arriver au passage, si les services peuvent noter l'arrivée de M. Albagnac. Il y a quoi juste avant le vote. Donc M. Albagnac a pu prendre part au vote, il faut le noter dans le compte-rendu du conseil municipal, arrivé à 18h50 à peu près. Voilà. Merci pour les notations. Je vous propose de passer au point numéro 2 sur la vente d'une parcelle cadastrée section B numéro 230 qui se situe au cœur de ville, rue Isarié, place Jeanne d'Arc, sur la cessation d'un patrimoine communal. Pour présenter ce point, je vais laisser bien entendu la parole à l'adjoint à l'urbanisme et à l'aménagement de la commune et à la cohésion de notre commune, Maxime Coupet. Arrivée de Madame Manteau à 18h55. Monsieur Coupet, c'est à vous. Je vous remercie, monsieur le maire. La parcelle dont nous parlons, la parcelle B250, vous sont présentés donc les plans avec donc le rectangle rouge positionné sur la parcelle d'une contenance de 47 mètres carrés. Elle se situe à la fois sur la rue Isarié, sur la place Jeanne d'Arc. Le bien est constitué donc de deux locaux, un au rez-de-chaussée et un au premier étage. La vente de ce bien a été confiée à l'agence Chabrol Immobilier de Saint-Sulpice-la-Pointe, qui a reçu une offre de M. Lespingal pour un montant de 72 000 € net vendeur. Cette offre a été acceptée en date du 24 novembre 2023. Le prix convenu est donc de 72 000 €. Les frais d'agence d'un montant de 8 000 € seront à la charge de l'acquéreur et le service des domaines n'a pas été sollicité car la valeur du foncier est inférieure au seuil réglementaire de 180 000 €. Avez-vous des questions? Oui, Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Bon, c'est pas vraiment une question, mais ce bâtiment aujourd'hui, ce local est occupé par l'Union locale CGT depuis maintenant 25 ans à peu près. Et forcément, ça nous interpelle, ça nous heurte de voir aujourd'hui qu'on va vendre ce bâtiment et qu'on n'a pas de solution de relogement pour l'Union locale CGT. Voilà, je sais qu'il y a eu des échanges de courriers entre la mairie et l'union locale pour essayer d'organiser une rencontre et de voir si on arrive à trouver une solution de relogement, alors peut-être dans un premier temps temporaire avant d'en trouver une définitive, mais ça ne peut pas nous satisfaire de voir aujourd'hui qu'on va faire partir une union locale interprofessionnelle qui représente quand même pas mal de salariés, mais qui sert aussi non pas seulement à des gens qui sont syndiqués à la CGT, mais à des gens qui au quotidien ont peut-être des difficultés dans leur travail et donc trouvent auprès de cette union locale la possibilité d'être conseillés, orientés dans des démarches auprès des employeurs, que sais-je encore. Voilà, donc nous, notre souhait ce soir, on a des représentants de la CGT et Madame Catala qui est secrétaire de l'union locale est là, ça serait bon, déjà dans un premier temps qu'ils puissent s'exprimer et dire ce qu'ils pensent quand même de ce dossier. Et puis de voir si on peut avoir un engagement de votre part de les recevoir et dans le but vraiment d'avoir une solution de relogement et donc de mettre un petit peu ce point de côté, alors la journée si possible, pour qu'on puisse travailler à une solution pérenne et qu'on puisse maintenir à Saint-Sulpice une union locale interprofessionnelle qui me semble-t-il est importante, d'autant plus qu'on a aujourd'hui une zone d'activité, celle des cadeaux, qui achève de se remplir, là, qui sera remplie d'ici peu et qui emploie je sais pas, 700, 800 salariés à peu près sur le site. Une zone d'activité des ports du Tarn
malgré nos divergences, qui est en cours de commercialisation, qui va petit à petit aussi monter en régime, on va dire, et qui donc, à terme, je crois que selon la communication de la SPLA des Ports du Tarn, c'était 2000 emplois prévus. Bon, je ne sais pas si on les aura au final, mais je veux dire, on a sur le bassin de Saint-Sulpice beaucoup d'emplois, beaucoup de salariés, et je pense que c'est important de maintenir une présence syndicale large qui puisse servir aux salariés. J'insiste sur ce point-là parce que on a tendance parfois à l'oublier, mais dans le premier article de notre Constitution, on dit qu'on est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et sociale, ça veut dire qu'on reconnaît l'activité syndicale, la liberté de pouvoir se syndiquer. Et d'ailleurs, elle est tellement instituée dans notre pays que dans la troisième chambre qu'on appelle le Conseil économique et social environnemental, siègent aussi les organisations syndicales. Donc je pense que d'une manière plus large, dans la vitalité démocratique nécessaire à notre pays, je pense que c'est bien qu'une municipalité permette aussi que voilà, des unions locales interprofessionnelles puissent exister. Merci. Donc nous sommes sur un bien patrimonial qui appartient à la mairie de Saint-Sulpice. Effectivement, vous avez raison de dire, sûrement qu'il y a les personnes qui sont dans la salle sont membres de la CGT. Il y avait une convention historiquement qui était signée avec la CGT, une convention comme on a beaucoup de conventions avec des associations de la commune, les parents d'élèves, le sport, la culture. On n'est pas en train d'exproprier la CGT, on récupère un bien communal. Le bien, il n'était pas attitré à vie à la CGT, c'était une convention. Une convention, c'est comme un propriétaire et un locataire. Quand le propriétaire ou le locataire décide de quitter le bien ou de vendre le bien, ce qui est notre cas, tout simplement, il fait 3 mois de préavis. Je crois que c'était à peu près la règle, sous couvert du DGS. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, en tant qu'employeur, la mairie de Saint-Sulpice loge ses syndicats. On a 2 syndicats qui est l'UNSA et le SDAT. D'ailleurs, c'est le local qui est juste à côté ici. Les 2 syndicats ont, main dans la main, pris parti de se partager sur des créneaux horaires très précis le local syndical. Nous n'avons aucune obligation dans la loi, légalement, de loger des unions syndicales de syndicats qui ne sont pas représentés à la mairie de Saint-Sulpice. Donc aujourd'hui, je maintiens ce point en conseil municipal et au vote, puisque l'aliénation a été présentée par M. Coupé. On a un acquéreur à ce prix-là, net vendeur. Je veux bien, M. Lassalle, recevoir des membres de la CGT sans aucun problème. Dire simplement qu'aujourd'hui, le local qu'on récupère est dans un état quand même évalué par les agents immobiliers, puisqu'on a fait venir plusieurs agences immobilières dans un état dit quand même relativement précaire. On a découvert aussi une fuite qui apparemment, une fuite d'eau qui apparemment existait depuis plusieurs années, puisque nous avons plus de 150 mètres cubes facturés à la mairie. Quand on est locataire, on se doit aussi d'entretenir les lieux convenablement. Donc effectivement, ce bien aujourd'hui, clairement, il n'a plus vocation à rester dans les mains du patrimoine de la commune. C'est pourquoi on prend la décision de le vendre. J'entends bien ce que vous avez remarqué, qu'il y a derrière une émotion particulière sur ce sujet-là. Moi, je m'engage à recevoir dès le début d'année 2024 un groupe représentant CGT sans aucun problème. Mais ce soir, je vais être très clair aussi. Nous vendrons ce bien sans aucun en tout cas remords sur ce sujet-là, d'un point de vue patrimoine de la mairie, parce que ce patrimoine est dans un état quand même relativement catastrophique, et on aurait dû, la mairie, donc les impôts des citoyens, mettre énormément d'argent sur la table pour le maintenir dans le temps. Là, on a un futur propriétaire qui est prêt à mettre des travaux et après à restaurer le bien, et en même temps valoriser aussi le cœur de la Bastide, puisqu'il prévoit des travaux intérieurs et extérieurs.
l'engagement que j'ai, que je peux prendre, c'est de lancer une discussion avec le syndicat. Et ce que je peux proposer simplement aujourd'hui, puisque nous n'avons pas d'autres biens communaux, c'est de solliciter en amont de ce rendez-vous les syndicats présents au sein de la mairie, l'UNSA et le SDAT, pour voir et récolter leur opinion, pour voir si ils seraient OK ou d'accord de laisser une petite place dans le local CGT, qui est le seul local aujourd'hui à vocation syndicale de la commune. Est-ce qu'il est possible d'entendre Madame Catala ou un représentant de la CGT pour qu'ils puissent exprimer leur point de vue ce soir sur le sujet? Vous connaissez mon opinion sur le sujet, Monsieur Lassalle, et l'opinion du conseil municipal. Le conseil municipal, normalement, dans son règlement intérieur, n'a pas vocation à ouvrir des échanges avec le public. Les séances sont filmées sur Internet en direct et sont ouvertes au public, ce qui est le cas ce soir. Mais normalement, on n'a pas vocation à ouvrir un dialogue. Ce que je propose cependant, suivant votre demande, et on est en décembre, en fin d'année, je propose effectivement sur votre proposition de laisser la parole à Madame Catala. Je n'ouvrirai pas de dialogue ou d'échange avec le public, sinon c'est la porte ouverte à beaucoup de revendications. Le conseil municipal n'est pas là pour ça. Cependant, effectivement, Madame Catala, vous pouvez prendre la parole et exprimer votre sentiment, ressentiment ou opinion sur ce sujet. Merci. Voilà, au cas où on ne m'entende pas bien. Voilà, donc j'ai sollicité des rendez-vous pour éviter justement d'en arriver là et que après, comme je l'ai toujours dit, hein, on n'est pas attaché aux locaux, loin s'en faut. Nous avons bien conscience que les locaux sont dans un état terrible, hein, donc ça je vous le concède tout à fait. Nous ne venons pas en ennemis, hein, toutefois aussi. On voulait juste s'exprimer sur le fait qu'effectivement, comme le disait Julien, voilà, ça fait très longtemps qu'on est implanté. La zone, enfin le Saint-Sulpice est extrêmement dynamique. Nous, ce qu'on aimerait trouver, c'est un peu, voilà, une convention aussi avec vous. Donc, on souhaite ardemment ce rendez-vous avec vous, Monsieur le maire. Et donc, on espère sincèrement l'avoir au mois de janvier. Je ne sais pas si vous avez reçu mon mail que j'ai envoyé en début de semaine, vous demandant un petit délai pour pouvoir tout déménager, parce qu'il y a plus de 20 ans, 25 ans que nous sommes dans ces locaux. Et donc, voilà, il va nous falloir un petit peu de temps. Alors, on ne vous demandera pas beaucoup, hein. Est-ce que vous avez reçu mon mail ou pas? Alors, les services, effectivement, m'ont donné votre mail. D'accord. Et je crois que vous demandiez un délai de 3 semaines, chose que j'ai accepté. D'accord, j'ai pas vu je n'ai pas vu la réponse. Il y a du délai donc, entre, je pense, dans les allers et retours, mais chose que j'ai accepté au service en disant on n'est pas en train de vous mettre à la porte et on n'a rien contre notre locataire, entre guillemets. Ce qu'on a besoin, c'est de céder ce bien communal qui aujourd'hui est dans un état catastrophique, et avant qu'on ait trop d'imposition par la préfecture, hein. Tout à l'heure, vous avez vu, je parlais de la MJC, où là, pour le coup, en ce moment, il y a un fleurissement des impositions préfectorales envers les communes. Rabastens a fermé son cinéma pendant 1 mois et demi. Là, Logrin, Lavore a fermé pendant 1 mois. Et en fait, il y a des contrôles très normatifs qui sont en train d'être faits par les préfectures. Et aujourd'hui, on focus toute notre énergie et nos finances sur le maintien de nos écoles, sur le maintien de nos bâtiments publics, gymnases, etc., qui nous coûtent très très cher déjà à l'entretien. Et effectivement, tous les biens communaux, clairement, qui sont en difficulté d'état, je pense notamment à la maison aussi d'urgence à côté de Marcel Pagnol, ont vocation à être vendus ou détruits. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que nous pourrons en échanger tous les deux le plus rapidement possible en début janvier. Donc je reste à votre disposition, hein, voilà, ainsi que mes camarades. Mais alors, je voulais juste faire un petit distinguo entre l'union locale.
ou les bourses du travail, voilà, qui étaient accordées, qui étaient quand même une cheville ouvrière entre à la fois entre tout le territoire qui est en train de devenir très important, et entre les citoyens, et voilà, c'est quand même assez important. Alors il y a les unions locales, enfin les bourses du travail, et ensuite il y a les syndicats territoriaux. Donc effectivement, j'entends tout à fait qu'il y ait l'UNSA et peut-être pas de représentants de la CGT au niveau du territoire, mais c'est deux distinctions différentes. Donc, mais nous en échangerons tous les deux, du moins je l'escompte, le plus rapidement possible. C'est l'engagement que je prends ce soir, donc déjà l'engagement de vous laisser le temps et ce délai de 3 semaines supplémentaires, et ensuite de vous recevoir. Mon DG c'est juste derrière, donc dès ce soir je vais lui demander de reprendre contact avec vous le plus rapidement possible, dès la semaine prochaine, pour caler un rendez-vous le plus tôt possible au mois de janvier. Oui, voilà. Alors, je voulais juste rajouter rapidement, nous avions déposé dans les locaux juste à côté nos statuts, et nous avions nos numéros, nos noms, étant secrétaire, Bruno étant trésorier, nos noms, nos numéros de téléphone, nos adresses mail. Et à 2 reprises, vous avez changé les serrures. Dernièrement, la porte a été carrément explosée. Bon, voilà, c'est pas grave à faire et à défaire, on n'est pas rien faire, mais on aurait pu tranquillement vous donner les clés. Il suffisait juste de nous appeler. Voilà, c'est juste ce que j'avais à rajouter. Je vous remercie, tout le monde. Merci beaucoup. Je vous propose donc, chers élus, après cet échange, de passer donc au point. Vous l'avez compris, donc dans mon propos liminaire, rien contre le locataire, clairement, mais une volonté plutôt de la commune de céder très rapidement un bien qui aujourd'hui a beaucoup de difficultés, d'ailleurs identifiées dans le rapport des experts immobiliers qui sont venus, que ce soit sur la toiture, sur l'humidité, etc., etc. Je vous propose donc, comme l'a présenté Monsieur Coupet, l'adjoint à l'urbanisme, la cession donc de ce bien pour le montant de 72 000 €. Qui est contre? Donc nous avons la minorité active et citoyenne avec 3 votes contre, Monsieur Lacoste, Monsieur Lassalle et Madame Manteau. Qui s'abstient? Vote du coup à la majorité. Merci beaucoup. Juste, si vous permettez, je tenais à préciser sur ce point-là, le vote contre, parce qu'il n'y a pas de solution de relogement pérenne pour l'occupant. Voilà. Ok. Merci. Et à très vite. Nous allons passer au point numéro 3 sur la convention de partenariat. Vous le savez, nous avons lancé une grande vague de discussions sur la rue de Reims. Ça a d'ailleurs, les médias s'en ont fait à cœur joie avec ce mot piétonisation de la rue de Reims. Donc suite aux différentes réunions qu'on a pu avoir avec les citoyens, en réunion publique ici, j'ai pris l'engagement de continuer le dialogue avec les citoyens, mais aussi de renforcer ce dialogue. On a vu que au-delà de la piétonisation, il y avait des sujets de cadre de vie, de sécurité, de propreté, et donc la mairie s'est engagée justement à continuer cette dynamique. Et donc, vous le voyez, aujourd'hui, c'est une preuve de continuité de cette dynamique, avec notamment un point numéro 3 sur la convention de partenariat entre la commune de Saint-Sulpice, une association qui s'appelle Le Bruit de la Conversation, et une entreprise, le Prel Fourmont, dans le cadre du projet justement Fraîcheur de Vivre, pour réamener notamment, selon la volonté des citoyens, de l'espace vert dans la Bastide et de ramener la fraîcheur dans la Bastide. Pour vous présenter ce point, je vais laisser bien entendu la parole à monsieur l'adjoint au rayonnement de la ville, qui a suivi depuis le départ cette discussion avec la piétonisation et donc le cadre de vie dans la Bastide, Laurent Saadi. Merci monsieur. Merci. C'est bon? Non? Ouais. Merci monsieur le maire. Donc point présenté en commission le 7 décembre avec un avis favorable à l'unanimité. Donc comme vous le disiez, la commune a engagé en octobre 2022 une large concertation sur le projet de piétonisation de la rue de Reims. Celle-ci s'est poursuivie jusqu'en novembre 2023. Dans ce cadre, outre le sujet de la piétonisation, les participants ont pu exprimer d'autres souhaits d'intervention et d'aménagement à réaliser par la collectivité. Les élus ont donc décidé de mener des actions sur plusieurs champs: propreté, sécurité, végétalisation notamment.
En matière de désimperméabilisation des sols et de végétalisation de l'espace public, plusieurs lieux peuvent être concernés au sein de la Bastide. Le square des Trois Musiciens en fait partie. Depuis 2016, l'association d'éducation populaire et d'urbanisme participatif, le bruit de la conversation, accompagne la participation citoyenne dans des projets d'aménagement du territoire et d'espaces partagés. Le collectif pluridisciplinaire d'architectes, urbanisme et sociologues, et agrémenté pour l'occasion d'une paysagiste Prel Fourmont-Heuilly, a souhaité proposer à des collectivités de la région Occitanie le format fraîcheur de vivre pour transformer un îlot de chaleur avec peu d'usage en îlot de fraîcheur et de vie, en associant les habitants et usagers à toutes les étapes du projet. L'objectif de ce projet est d'aller jusqu'à la réalisation de chantiers participatifs pour transformer l'espace d'expérimentation et d'évaluer ensuite la démarche et ses apports. Pour ce premier projet pilote, l'association a obtenu des financements et a ensuite lancé un appel à manifestation d'intérêt ouvert aux communes de la région. C'est dans ce cadre que la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a candidaté. Après plusieurs échanges et un comité de sélection, c'est notre commune qui a été sélectionnée pour accueillir le projet pilote Fraîcheur de Vivre. Le projet Fraîcheur de Vivre consiste, d'ici la fin de l'année 2024, à transformer le square des Trois Musiciens, identifié comme espace trop minéralisé, en îlot de fraîcheur et de vie, en associant les riverains et usagers du lieu à l'ensemble de la démarche, co-diagnostic, co-conception, co-réalisation par le biais de chantiers participatifs et évaluation. À l'issue des ateliers de diagnostic et de conception, le collectif Fraîcheur de Vivre fera une proposition d'aménagement et de préconisation à la commune. Il s'agira de transformer cet espace minéralisé, ayant aujourd'hui un usage principal de parking, en espace de fraîcheur et de vie pour permettre de nouveaux usages avec, à minima, la désimperméabilisation et la végétalisation d'une partie de l'espace. Les préconisations pourront proposer d'autres aménagements, revêtements de sol, mobilier urbain, etc., que la commune pourra mettre en place par la suite avec l'aide ou non du collectif Fraîcheur de Vivre. Le projet est également l'occasion de sensibiliser les utilisateurs du territoire aux enjeux climatiques et de transition écologique. Il s'agira, par l'expérimentation et l'élaboration d'un projet concret, de montrer l'impact des revêtements et aménagements sur la chaleur, le confort et le ressenti, le mode de gestion des eaux de pluie, le type de présence végétale, etc. Le chantier sera l'occasion de montrer des solutions concrètes, facilement appropriables et de transmettre des savoirs et compétences aux participants. Le projet de convention encadrant ce projet est joint en annexe. Il prévoit les engagements des parties. Sur le plan financier, le collectif finance 16 700 € d'ingénierie et la commune finance 5 200 € d'encadrement de chantier par le collectif. Les autres coûts liés aux travaux seront à préciser ultérieurement en fonction de l'aboutissement de la démarche. L'Assemblée est invitée à approuver la convention de partenariat tripartite pour le projet Fraîcheur de Vivre entre la commune, l'association Le Bruit de la Conversation et l'entreprise Prel Fourmont-Heuilly, telle qu'annexée à la présente délibération. Inscrire la dépense aux articles, chapitres et budgets correspondants, habiliter Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention et des documents afférents. Avez-vous des questions ? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention de 3 personnes, donc de la minorité active et citoyenne, Madame Manteau, Monsieur Lassalle et Monsieur Lacoste. Donc un vote, selon Anne Malem l'autre fois avec le débat de Monsieur Lassalle, vote à l'unanimité. Je continue donc ce point sur le numéro 4 sur le conseil municipal, la convention entre la CCTA, communauté de communes Tarn-et-Gagout, et la commune de Saint-Sulpice, notamment sur la notion d'accueil ALSH, c'est-à-dire accueil de loisirs sans hébergement. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame l'adjointe à la réussite éducative, la jeunesse et la promotion de la langue occitane, Nathalie Marchand. Merci Monsieur le maire. Il s'agit donc de renouveler la convention passée avec la communauté de communes pour une mise à disposition de nos animateurs lors des temps ALSH hors périscolaire. Cette compétence ayant été transférée depuis le 1er janvier 2011 à la communauté de communes. Donc les agents du service
communales sont mis à disposition de la communauté de communes lors des périodes de vacances scolaires, tout en demeurant statutairement employés par la commune dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Ils effectuent leur service pour le compte de la CCTA bénéficiaire de la mise à disposition de services selon les modalités prévues par la Convention et sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la communauté de communes durant cette mise à disposition. Un état de présence mensuel récapitulatif des agents mis à disposition précise leur temps de travail consacré et la nature des activités effectuées pour le compte de la communauté de communes. Il est établi et visé par le responsable de chaque structure ALSH concernée et transmis chaque fin de mois à Monsieur le maire de la commune et au président de la communauté de communes. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Donc, quelque chose d'assez basique à un conseil municipal sur ces points de conventionnement. Je vous propose donc de passer au vote avant que Nathalie Marchand décède sous nos yeux. Vous avez avaler de travers. Un petit coup d'eau, il y a de l'eau là. Je vous propose donc de passer au point numéro 4 et de passer au vote sur ce point numéro 4, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. On passe au point numéro 5 sur la convention de prestation d'assistance, notamment sur des progiciels, notamment le progiciel Berger-Levrault avec l'association des maires et élus locaux du Tarn, ce qu'on appelle l'ADM 81. Et je vais laisser pour présenter ce point la parole à Madame la première adjointe, Anan Mahalem. Merci Monsieur le maire. La commune a fait le choix de l'utilisation d'un progiciel édité par Berger-Levrault pour la gestion de la relation citoyen, comprenant notamment la gestion des demandes d'état civil, des élections, des recensements militaires et du cimetière. L'association des maires du Tarn, donc l'ADM 81, a conclu un accord de partenariat départemental avec l'éditeur Berger-Levrault afin de proposer à ces collectivités adhérentes la prestation d'assistance de ce progiciel, la garantie d'une proximité de travail avec la collectivité et une continuité de service de l'outil informatique. Cette proximité suppose une réactivité plus immédiate. La résolution des dysfonctionnements du premier niveau serait réalisée par l'ADM 81, alors que pour les dysfonctionnements de second niveau, le support partenaire a une cellule dédiée chez l'éditeur. Le coût pour la collectivité restera comparable à celui payé à ce jour auprès de l'éditeur. Cette prestation d'assistance progicielle avec l'ADM 81 est proposée à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 4 ans, avec un montant forfaitaire annuel de 1 362,89 € hors taxes, soumis à revalorisation annuelle. Avez-vous des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. On va passer au point numéro 6 sur la convention de mise à disposition de moyens entre la commune de Saint-Sulpice et le CCAS. Et pour présenter ce point, je laisse la parole, en l'absence de Laurence Blanc, à Marie-Claude Drabec, son acolyte et binôme. Merci Monsieur le maire. Le Centre communal d'action sociale, le CCAS, est un établissement public administratif de la ville de Saint-Sulpice, chargé d'animer et de coordonner en liaison avec ses partenaires publics et privés et ceux de la ville l'action sociale municipale. Conformément à l'article 25 du décret du 6 mai 1995 qui prévoit que les recettes d'exploitation et de fonctionnement du Centre communal d'action sociale peuvent comprendre les subventions versées par ses partenaires privés ou publics, le CCAS reçoit chaque année des subventions de la ville afin d'équilibrer son budget de fonctionnement et son budget d'investissement. D'un point de vue fonctionnel, le CCAS est une unicité juridique et comprend deux sous-entités considérées, le service social et l'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'EHPAD ne dispose pas d'autonomie juridique ni financière. Les instances sont communes. Le CCAS est doté d'un conseil d'administration et d'un comité social territorial. Dans le respect de l'autonomie du CCAS et dans l'intérêt d'une bonne organisation de ses services, la ville s'engage toutefois à apporter au CCAS service social et pour certaines fonctions de celui-ci, son soutien et son expertise. Dans un souci d'optimisation et de mutualisation des moyens, le CCAS Service Social bénéficiera du support régulier des services de la ville de Saint-Sulpice-à-Point pour l'exercice des fonctions qui, toutes contribuent à son fonctionnement quotidien à partir du 1er janvier 2024. Relations humaines, finances,
achat et conseil stratégique, assemblée affaires générales, transformation numérique, qualité de vie et conditions de travail, communication. Ces fonctions sont décrites dans le projet de convention et son annexe et sont valorisées sur la base des charges de personnel et frais assimilés et remboursées par le CCAS à la commune. L'Assemblée est donc invitée à approuver la convention et son annexe entre la commune et le Centre communal d'action sociale relative à la mise à disposition de moyens tels que présentés et annexés et habiliter bien sûr Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Merci Madame Drabec. Y a-t-il des remarques, des questions ou des observations? Je vous propose donc de passer ce point au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 7 sur la partie ressources humaines et notamment la modification du tableau des effectifs avec la création d'un emploi non permanent. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Monsieur l'adjoint à la prévention et à la sécurité, Stéphane Bergonier. Merci Monsieur le maire. Il appartient à l'Assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. La collectivité doit faire face à des besoins pour la réalisation de certaines missions, principalement pour assurer des remplacements, des renforts ponctuels ou propres à un respect de la réglementation. Il est proposé de recruter des agents contractuels de droit public pour faire face temporairement à des besoins liés à un accroissement d'activité. L'article L332-23, première linéa du Code général de la fonction publique, autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois, sur une période consécutive de 18 mois, renouvellement compris. La commune, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée maximale de 12 mois, propose de créer un emploi non permanent correspondant aux besoins des services, tel que présenté dans le tableau qui est joint à la convocation. Donc il s'agit dans la filière animation d'un emploi contractuel au grade d'animateur, dans le cadre d'emploi des animateurs territoriaux catégorie B, à temps complet, et à partir du 1er janvier 2024 pour une durée maximale de 12 mois. Merci. Y a-t-il des remarques? Questions? Je vous propose de passer au vote sur ce point. Merci Monsieur Bergonier. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 8 sur la modification du tableau des effectifs. Cette fois-ci, la modification d'une durée hebdomadaire d'un emploi permanent par transformation, donc de 24 heures par semaine à 35 heures par semaine. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame l'adjointe à la réussite éducative, la jeunesse et... Vous pouvez parler, hein, Madame Marchand. Je vous laisse du coup la présentation de ce point. Madame Marchand. Merci Monsieur le maire. Il s'agit effectivement d'une mise à jour du tableau des effectifs. Un agent de la filière d'animation passerait de 24 heures à 35 heures, donc un temps complet sur le grade d'adjoint d'animation territoriale principale de 2e classe, pour répondre aux besoins du service et afin de satisfaire une qualité de service public et d'améliorer également la situation de l'agent. Quelque chose de très simple. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 9 sur la modification, cette fois-ci, du tableau des effectifs avec la création d'emplois permanents à temps complet, emploi de catégorie C. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la première adjointe, Anan Mahalem. Merci Monsieur le maire. Donc pour ce point, il s'agit donc de 2 agents de la filière animation qui ont présenté une demande de changement de filière, les missions de ces agents ayant évolué. Donc il convient donc de faire évoluer de procéder à ce changement de filière, donc avec ces 2 adjoints qui passent de la filière ces 2 agents qui passent de la filière animation à la filière administrative. Y a-t-il des questions? Ça me paraît clair. Merci Madame Mahalem pour cette présentation. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 10 sur la modification du RIFSEP. Le RIFSEP, c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement des agents. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Monsieur Berlureau, directeur général des services de la mairie. Merci. Oui, ça marche. Merci Monsieur le maire.
Donc aujourd'hui, on est sur une modification de ce fameux RIFSEP et sur la part IFSE, pour être plus précis. Suite aux 2 anciennes délibérations du 1er juillet 2020 et 14 décembre 2021, des plafonds sur les différentes catégories liées au RIFSEP avaient été fixés par le conseil municipal. Vous les avez sous les yeux, je ne vais pas vous les ressortir, ils sont nombreux. Ces plafonds avaient été fixés sur des montants qui sont en deçà des plafonds référencés pour le RIFSEP de l'État. Et donc la proposition à ce jour est de fixer ces plafonds par catégorie au montant prévu par l'État dans le cadre des décrets d'application de ce RIFSEP. Alors vous avez sur les catégories A et B plusieurs montants, puisque en fonction des filières des agents, les montants maximum ne sont pas les mêmes. Et donc vous avez sur la ligne d'en dessous les montants plafonds pour les filières techniques et sociales, les autres plafonds étant sur les filières administratives, culturelles et médico-sociales. Merci Monsieur Berlureau. Y a-t-il des questions, remarques, observations avant de passer au vote? Je vous propose donc de passer au vote ce point numéro 10. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 11 sur... on en a longuement entendu parler dans les médias. La fameuse prime du pouvoir d'achat exceptionnel de l'État versée à ses fonctionnaires, notamment nationaux. Mais pas aux fonctionnaires territoriaux, laissant chaque entité, collectivité instaurer ou pas d'ailleurs une prime de pouvoir d'achat exceptionnel. Et donc pour présenter ce point et cette instauration dans la commune de Saint-Sulpice, je vais laisser la parole au directeur général des services, Alaric Berlureau. Merci Monsieur le maire. Alors les points 10 et 11 sont aussi liés, puisque depuis... pardon, je me trompe. Je ne fais pas avancer le bon document, donc je reviens en arrière. Les points 10 et 11 sont liés, puisque depuis le début de l'année, nous avons engagé un cycle de travail et de construction avec les agents de la commune sur l'évolution, notamment des régimes indemnitaires dans la collectivité. Quand le travail a été abordé depuis début courant mois de mars. Nous avons travaillé sur les évolutions de l'IFSE des agents et n'avions pas les informations, et en tout cas les décisions de l'État qui sont tombées le 30 juin sur l'application d'un certain nombre de mesures visant à revaloriser le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique, et notamment de la fonction publique territoriale, à savoir une évolution du point d'indice au 1er juillet 2023, un gain de 5 points d'indice pour tous les agents au 1er janvier 2024 et l'instauration de cette fameuse prime de pouvoir d'achat exceptionnelle attribuée aux agents de la fonction publique, et une précision pour les agents de la fonction publique territoriale qui s'est fait attendre pendant de très longs mois, puisque le décret d'application dans la fonction publique territoriale n'est paru que le 31 octobre 2023. L'ensemble de ces mesures a été pris en compte dans la réflexion globale sur l'évolution des rémunérations des agents. Et un point d'échange entre les agents, les représentants du personnel, ont amené à proposer l'instauration de cette prime de pouvoir d'achat exceptionnelle sur les montants que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire des montants qui sont la moitié de ceux qui ont été des montants plafonds prévus par le décret du 31 octobre 2023 selon les différentes tranches de rémunération annuelle. Donc ce qui amène cette prime à être proposée entre 150 et 400 euros selon la rémunération brute perçue par les agents au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. C'est tout de même 154 agents qui sont concernés dans la collectivité, et le coût global pour la collectivité sera de 45 000 euros. À noter que cette prime sera versée en 2 fois. C'est une mesure qui a été arrêtée par les représentants du personnel lors du dernier comité social territorial du 1er décembre dernier,
Ouais, voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, pardon. Oui, Monsieur Berlureau l'a dit, hein, donc on vote le point de l'instauration du prime de pouvoir d'achat. Une vraie discussion, un vrai dialogue a eu lieu avec les deux syndicats, UNSA, SDAT de la commune de Saint-Sulpice. Sujet proposé et travaillé avec l'ensemble du personnel et les syndicats. Sujet voté à l'unanimité également lors du CST. Et ensuite une position en disant est-ce que cette prime d'achat doit être versée en une seule fois ou est-ce qu'elle peut être versée en deux fois. Les syndicats proposant de verser en deux fois tout de suite en mois de janvier. Après les fêtes, c'est toujours bien de mettre un peu de beurre dans les épinards. Et ensuite un deuxième versement au mois de mars, au printemps. Voilà, pour être totalement complet. Je vous propose donc de passer, s'il n'y a pas de questions, au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Donc, chers conseillers, merci pour nos agents. Et merci, ils vont pouvoir du coup bénéficier de cette prime exceptionnelle dès le mois de janvier. Nous allons passer au point numéro 12 sur la convention de disponibilité des agents sapeurs-pompiers volontaires. Convention qui était un petit peu oubliée dans les archives de la mairie. Et suite, vous le savez, à la nomination d'un nouveau chef du pôle sapeurs-pompiers à Saint-Sulpice en nom de Johan Pinel. Nous sommes rencontrés, nous avons décidé de remettre un peu les choses au goût du jour. C'est le cas donc ce soir avec cette convention de disponibilité des agents. Et pour présenter ce point, rien que mieux qu'un ancien pompier à la retraite, un ancien capitaine me semble-t-il, Alain Ourliac. Merci Monsieur le maire. Le conseil municipal a approuvé par délibération en date du 19 février 2001 une convention de disponibilité entre le service départemental d'incendie et de secours et la commune, afin de permettre aux agents qui sont sapeurs-pompiers volontaires d'être affectés dans leur centre de secours. Cette convention, dont l'objectif est de concilier la disponibilité et l'activité du sapeur-pompier volontaire, ainsi que les nécessités des différents services concernés, organise les conditions d'absence pour mission opérationnelle ou stage de formation. C'est-à-dire que quand un pompier est appelé, avec cette convention, il pourra quitter son emploi pour aller secourir les personnes, pour aller en intervention, secourir ou autre chose. La mairie acceptera qu'il s'en aille à condition qu'il n'y ait pas de machine en location, qu'il ne soit pas maître de stage pour ne pas laisser un jeune en pleine rue ou 100 personnes pour le surveiller. Et aussi, ça permet pour la formation des pompiers d'avoir des heures de formation acceptées par la mairie. Y a-t-il des questions? Ça y était avant, mais la convention n'avait pas été renouvelée. Elle avait été un petit peu oubliée, mais ça y était avant. Depuis une vingtaine d'années, c'est comme ça. Depuis 2000. 2001, c'est comme ça. 2002. Voilà. Cette nouvelle convention qui encadre un peu mieux aussi les mises à disposition, parce que c'est vrai que ce qui, comme l'a dit M. Ourliac, ce qui était compliqué, on a de plus en plus, vous le voyez, des bâtiments à entretenir, on a un travail qui est de plus en plus technique, des outils qui demandent de plus en plus de technicité. Et nos agents peuvent être de moins en moins seuls. Et c'est vrai que quelquefois, les appels du SDIS provoquaient aussi des désorganisations. On a eu une discussion très directe avec M. Pinel sur les enjeux des uns et des autres. En disant, on est employeur, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus, c'était le cas tout à l'heure avec la CGT, on ne peut pas porter tout. Une mairie ne peut pas tout porter. Parce que à un moment donné, y a le sujet aussi des finances. Clairement, aujourd'hui, la courbe des dépenses, par l'inflation, par les augmentations de masse salariale, par les primes, etc., vont plus vite que les courbes des recettes, puisque l'État, vous le voyez tous les jours dans les médias, serre la vis aux collectivités, puisque l'État n'a plus d'argent. Donc, résultat des courses, aujourd'hui, vous le voyez aussi, Paris, augmentation de 51% sur le foncier.
les communes en fait n'ont qu'un point de rattrapage, c'est l'augmentation du foncier. Et donc 4-5 agents qui s'en vont quotidiennement des effectifs de la mairie, à un moment donné, sur un effectif de 10, quand vous en avez 5 en moins, ça commence à être lourd. Donc on a eu une conversation directe, mais on a trouvé, comme avec la MJC, on a trouvé... déjà on s'est écouté, on s'est entendu, on a pu partager nos enjeux et on a su trouver le chemin de la solution et elle est formalisée dans cette convention qui justement va nous permettre pour quelques années de dresser un vrai cap et de donner un cadre à cette situation. Et je remercie d'ailleurs très fortement l'ensemble de l'état-major des pompiers pour ce sujet-là. Je crois que d'ailleurs on a prévu un moment un peu solennel, officiel avec les pompiers parce que l'état-major nous remercie. J'ai reçu un courrier personnellement parce que de moins en moins de communes affectent des ressources humaines dans les services des pompiers. Les pompiers ont de plus en plus de mal d'ailleurs à trouver aussi des jeunes. Ce côté citoyenneté est de plus en plus pour aller le creuser et le chercher très loin sous le tapis parce que on a de moins en moins de vocation avec des personnes qui sont là pour servir l'intérêt général et pas leur intérêt personnel. Donc merci beaucoup. Je laisse la parole à Madame Marchand. Un petit complément sur les sapeurs-pompiers. Il a été décidé depuis l'année dernière que les enfants de sapeurs-pompiers qui étaient appelés seraient accueillis gracieusement au sein de nos structures périscolaires, même non inscrits, pour permettre à leurs parents, père ou mère, puisque nous avons aussi des femmes sapeurs-pompiers, et fort heureusement, de pouvoir partir en intervention sans se soucier de récupérer leur enfant de façon très rapide et de pouvoir prendre le temps que leur famille puisse venir les chercher tranquillement sur le périscolaire. Je vous propose donc de passer au vote pour cette convention. Qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Donc un grand merci pour à la fois les pompiers, pour la citoyenneté et aussi nos agents qui vont pouvoir avoir un vrai cadre et un encadrement justement et ne pas avoir de doute quand ils partent servir l'intérêt général. Nous allons passer au point... Monsieur le maire, Madame je vais en profiter avec ma deuxième casquette de conseillère départementale, et là je parle au nom de l'ensemble des conseillers départementaux, dont Michel Benoît. Comme vous l'avez évoqué, en effet, il y a de moins en moins de communes qui libèrent, en tout cas du personnel. Donc au nom du département, on remercie ceux qui jouent le jeu. Et pour cela, vous serez accompagnés. Bon, c'est un geste symbolique qui sera amené, qu'on a voté dernièrement au conseil d'administration. Pour inciter, en tout cas continuer à mettre à disposition des agents quand il y a besoin en termes d'intervention. Donc merci encore. Merci. Je vous propose donc de passer au point numéro 13 sur de l'admission en non-valeur des produits irrécouvrables, notamment produits divers. Et je vais laisser la parole à Madame la conseillère municipale à la communication, Laurence Sénégas, et secrétaire de séance. La commune, malgré les différentes procédures mises en œuvre par le comptable public, n'a pas pu se faire payer le solde dû de prestations de cantine scolaire et d'animation périscolaire ou de divers produits répartis sur les exercices comptables des années 2014 à 2022, d'un montant inférieur au seuil réglementaire des poursuites, 30 €, ou ayant fait l'objet de procédures de poursuite infructueuses pour un montant total de 1856,59 €. Pour l'ensemble de ces titres, les procédures habituelles de poursuite à l'amiable ont été diligentées sans succès. Suite à la transmission par le Trésor public de la liste numéro 56 434 51 812 et la demande d'admission en non-valeur de l'ensemble des titres concernés, la commune souhaite donner une suite favorable à cette demande. Il y a 46 pièces pour un montant total de 1856,59 €. Il est précisé qu'une demande d'admission en non-valeur ne constitue pas un effacement de dette et que même après validation par le conseil municipal, les règlements éventuels seront pris en charge par le Trésor public. Une décision d'admission en non-valeur de ces titres doit être prononcée par l'Assemblée délibérante. Les crédits correspondants sont prévus au budget 2023 au compte
6541, créance admise en non-valeur. L'Assemblée est donc invitée à approuver l'admission en non-valeur de la liste citée précédemment, autoriser Monsieur le maire à procéder à l'admission en créance admise en non-valeur des dettes pour un montant de 1856,59 € et inscrire le crédit nécessaire au budget principal de la commune aux articles et chapitres prévus à cet effet. Ho, ho, ho. Merci Madame Sénégas. Je pense que vous allez en avoir pour la soirée. Oui, et puis je l'assume. Puis en plus vous assumez. Très bien, bravo. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Pas de remarques, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Pour ce point numéro 13, nous allons passer au point numéro 14 sur la même dynamique. Et comme Madame Sénégas a été incroyable sur cette présentation du point numéro 13, je suis obligé de lui laisser la parole sur le point numéro 14. Je vous remercie, Monsieur le maire. C'est un honneur. Ce coup-ci, c'est pour des taxes locales de publicité extérieure. La commune, malgré différentes procédures mises en œuvre par le comptable public, n'a pas pu se faire payer le solde dû de taxes locales sur publicité extérieure de l'exercice comptable 2023 suite à la liquidation judiciaire d'une société concernée, ce qui représente un montant total de 174,79 €. Suite à la transmission par le Trésor public de la liste et de la demande d'admission en non-valeur du titre concerné, la commune souhaite donner une suite favorable à cette demande. Donc cela concerne une seule pièce pour un montant total de 174,79 €. La décision d'admission en non-valeur de ces titres doit être prononcée par l'Assemblée délibérante. Les crédits correspondants sont prévus au budget 2023 de la commune au compte 6542, créance éteinte. L'Assemblée est donc invitée à approuver cette admission en non-valeur, autoriser Monsieur le maire à prononcer admission en créance admise en non-valeur des dettes pour un montant total de 174,79 € et d'inscrire le crédit nécessaire au budget principal de la commune aux articles et chapitres prévus à cet effet. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité pour ce point numéro 14. Merci. Nous allons passer au point numéro 15 sur la modification des APCP. APCP, donc l'acronyme d'autorisation de programme et de crédit de paiement pour les travaux de dimensionnement du réseau d'eau potable et de la réfection des voiries qui est route de Lavore qui sont actuellement en cours. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la première adjointe, Anan Mahalem. Merci Monsieur le maire. Par délibération donc, du 12 avril 2023, l'Assemblée délibérante a procédé à la modification d'une autorisation de programme et crédit de paiement, donc APCP, selon donc, les modalités que vous avez affichées sur le tableau, à savoir un montant d'autorisation de programme total d'1 500 000 €, donc échelonné sur plusieurs exercices budgétaires. Compte tenu de la passation et des notifications de marché public réalisées et du planning d'exécution de l'opération, et surtout afin d'adapter l'autorisation d'ouverture des crédits de paiement au calendrier de réalisation de l'opération, il convient donc de modifier cette APCP, faisant passer donc le montant de l'autorisation de programme de d'1 500 000 € à 1 860 500 €. Donc pas de modification du crédit de paiement pour les 3 premiers exercices. La modification donc, se porte sur le crédit de paiement donc, de l'année 2024, passant de 364 625,80 € à 725 125,80 €. Y a-t-il des questions? Ou des remarques? Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active Citoyenne. Juste, je me permets une remarque, je l'ai déjà faite en commission. C'est vrai que c'est pas une petite augmentation. Et ça rend compliqué aussi, dans le cadre des études des budgets, pour lequel on a des échanges assez nourris. On les a votés, ces programmes. Effectivement, ça nous paraît nécessaire de faire les choses.
Mais voilà, ça met en difficulté, quoi qu'on pense globalement du budget, ça met quand même la commune en difficulté d'avoir à subir de telles augmentations sur des travaux. Et la question derrière en creux, c'est quel impact ça aura sur les investissements à venir, puisque là, entre cette modification et la suivante qu'on aura à voter, on est à 660 000 € à peu près d'augmentation qui était pas prévue. Donc on peut raisonnablement imaginer que ça va se traduire derrière par des décisions ou en baisse d'investissement par rapport à ce que vous aviez programmé, ou en recherche de recettes supplémentaires l'année prochaine, peut-être autour de la fiscalité. Ça a été effleuré tout à l'heure, mais l'État a d'ores et déjà annoncé une augmentation de 3,5% au niveau des bases sur la taxe foncière. Mais voilà, donc effectivement, ça va avoir un impact sur le budget 2024 à notre avis. Oui, bah, je pense que vous avez raison, Monsieur Lassalle. Les situations, d'ailleurs on était au Congrès des maires au mois de novembre, la situation et la santé financière du monde public est quelque peu en équilibre constant, mais encore plus dorénavant. L'inflation, je le disais, on a des prix qui se sont envolés. Je ne vais pas faire de dessin, tout le monde le voit dans sa vie privée, les œufs, la farine, l'huile. Bon, bah, c'est la même chose pour la mairie, les matériaux, des matériaux qui ont pris pour certains de l'ordre de 55% d'augmentation. Et puis en même temps, en parallèle de ça, on en reparlera dans nos discussions budgétaires, mais on a aussi des impacts des décisions d'État, et c'est très bien pour le personnel, mais d'augmentation de masse salariale. C'est-à-dire que l'augmentation de masse salariale, c'est pas d'une augmentation de fonctionnaires supplémentaires, mais c'est des fonctionnaires qui touchent plus d'argent. Et ça a un coût pour la collectivité, c'est relativement mathématique. Et je le disais tout à l'heure, la courbe des dépenses, par les décisions d'État et par ce qui se passe dans le monde, va plus vite aujourd'hui que la courbe des recettes. Donc, effectivement, vous avez raison, il n'y a pas 50 choix. Soit on réduit la voilure publique. Certaines mairies ont décidé de fermer leurs gymnases, leurs piscines, leurs médiathèques, leurs cinémas, d'arrêter leurs bus. Et ça, c'est un choix. Soit, l'autre choix et l'autre versant, c'est de continuer à avoir du service public, mais du coup d'aller chercher un peu plus de recettes. Et dans les recettes, il y a la fiscalité. C'est pas une honte là-dessus. Je ne sais pas ce qu'on fera, on aura nos discussions budgétaires, je ne sais pas ce qu'on fera l'année prochaine, mais nos voisins de Buzet ont augmenté de 6% les impôts. Et il n'y a pas eu d'esclandre à Buzet parce que les gens comprennent aussi qu'il y a une ville qui est en dynamique et en croissance. Donc, pour finir sur ce point-là, vous avez raison, Monsieur Lassalle, je rajouterai juste un point, c'est grosse augmentation sur gros travaux. C'est des travaux monumentaux qui sont en train de se passer. Alors peut-être que le citoyen lambda de Saint-Sulpice ne le voit pas, mais refaire un réseau d'eau potable entier sur plus d'1 kilomètre, Monsieur Capu est vice-président au syndicat de la Montagne Nord, il vous dira le prix du mètre linéaire de conduite. Mais tout ça, on l'a fait dans l'intérêt des Saint-Sulpiciens et notamment sur la défense à incendie. Je le rappelle, on avait débattu ici, où tout le quartier de Marquefave, chemin de Marquefave, chemin du camping, en Fargou, n'était pas défendu au niveau de l'incendie. C'est-à-dire que s'il y avait un incendie sur une maison, nos pompiers volontaires pouvaient y aller, mais il ne que prendre des photos. On ne pouvait pas intervenir, il n'y avait pas de poteau d'incendie. Parce qu'on n'avait pas les canalisations nécessaires. Alors ça, les gens ne le voient pas. Ce qu'ils voient, c'est les routes et les ronds-points. Mais ça, c'est du patrimoine communal qui est enterré, qui vaut très cher. Et ensuite, on attaque maintenant la deuxième phase. Vous l'avez vu, pour ceux qui passent route de Lavore, on a fermé une grande partie là, de l'automne, la route de Lavore. On est sur les travaux cette fois-ci d'aménagement, puisque le sous-sol est tout neuf et refait en bon état pour au moins 30 à 50 années. Cette fois-ci, on est vraiment dans ce qu'on avait écrit dans la campagne de 2020, dans notre programme, c'est-à-dire qu'on avait commencé capitaine Charles de Gaulle, l'avenue Charles de Gaulle, et dans une logique d'aller jusqu'au bout, c'était de faire cette partie de ville et de finir la route de Lavore jusqu'au chemin du camping, c'est-à-dire jusqu'au panneau fin de ville, puisque après on passe sur un patrimoine qui n'est plus communal.
Effectivement, on subit l'inflation, vous avez raison, et c'est à nous après, en tant qu'élus, et être élu de la majorité, c'est être en responsabilité aussi. Et la responsabilité, c'est pas que toujours dire oui aux gens avec des grands sourires. C'est quelquefois prendre des décisions difficiles. On en a eu pris précédemment, auparavant. Peut-être qu'on en prendra d'autres, mais ça peut être aussi des décisions difficiles de réduire, peut-être pas d'arrêter, mais de réduire le service public. Et là encore, on aura sûrement des voix qui s'élèveront en disant « Oh là là, ils sont méchants, ils réduisent les bus de moitié, ils réduisent les horaires de la piscine, ils réduisent le cinéma, etc. » Mais tout ça, ça a un coût. Tout ça, ça a un coût. Et il faut savoir qu'on est quand même une des communes du Tarn qui offre les sites gracieusement et qui met à disposition gracieusement tous nos sites à nos associations. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a une vitalité associative incroyable par rapport à d'autres villes du Tarn. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de communes facturent l'heure de mise à disposition d'un gymnase, d'une salle aux associations. Et ce n'est pas méchant que de dire ça. Là, j'ai été voir la commune d'Hauterive, pas très loin d'ici, de l'autre côté de Toulouse, qui est à peu près le miroir de Saint-Sulpice en termes de taille et de dynamique. Et bien, Hauterive aujourd'hui facture tout. Le moindre heure pour une association culturelle, pour un concert, c'est facturé. Et résultat des courses, c'est des recettes supplémentaires. Donc, il faudra sûrement, être malin, être astucieux pour trouver toujours cette ligne d'équilibre entre essayer de maintenir le service public sans trop augmenter la pression sur les habitants, surtout que les habitants les premiers aujourd'hui subissent l'inflation à titre personnel. D'ailleurs on le voit, vous le savez monsieur Lassalle, au CCAS, avec l'augmentation incroyable qu'on a de dossiers de gens en difficulté et de fragilité et de souffrance. Donc ça sera à nous de prendre effectivement le pas sur ce sujet-là. Cependant, ces gros travaux étaient prévus. Je pense que vous verrez que dans 5-6 ans, personne ne se posera la question quand les gens passeront route de Lavore en se disant les élus ont fait leur rôle. Au moins, il y a une route qui est de nouveau en état à Saint-Sulpice. On aura Capitaine Beaumont, d'ailleurs, je crois, en point suivant à passer. Là aussi, on est sur des travaux routiers, des travaux qui coûtent très cher. Je vous propose donc de passer ce point au vote sur cette modification d'autorisation de programme APCP présentée par Anan Mahalem. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 16 que je vais présenter du coup, puisque je suis lancé à l'oral. Donc c'est la modification d'autorisation de programme et de crédit de paiement APCP pour éclairer le public et puis les conseillers municipaux. Une APCP, en fait, c'est une autorisation que donnent les conseillers municipaux à faire une opération qui peut être payée sur plusieurs années. Je pense notamment à M. Lacoste qui est un nouveau conseiller municipal. On avait fait les explications donc pour vous mettre vraiment dans le bateau avec nous. Alors que la plupart du temps, en fait, on vote un budget en début d'année et on doit exécuter ce budget dans l'année. Et donc les travaux doivent être terminés, clôturés, payés avant la fin de l'année. Là, comme c'est des gros travaux d'ampleur, que ça soit la requalification de Capitaine Beaumont, et qu'est-ce que j'en ai entendu parler de cette avenue du Capitaine Beaumont, le nombre de citoyens qui m'ont écrit, qui m'ont interpellé, le collectif que nous avons reçu avec M. Coupet, des citoyens de Capitaine Beaumont, qui sont venus vindicatifs au départ en disant on nous avait promis, pas votre majorité, mais des élus précédents à vous, qui allaient avoir de l'urbanisation dans ce secteur embrouillé Capitaine Beaumont, mais que les routes et les trottoirs seraient refaits. Nous on n'avait rien promis, on est arrivé en mandat, c'était pas une promesse de mandature, pourtant vous le voyez, on tient les engagements de nos prédécesseurs, on tient cet engagement, je pense que ça a du sens. Tout ce quartier là, les gens vont pouvoir sortir sur des trottoirs sécurisés, la route va être éclairée, elle n'y était pas. C'est une route qui est énormément utilisée pour notamment les infrastructures sportives pour nos enfants qui vont au skate, à la pétanque, au tennis, au foot, à l'harmonie ou encore au rugby. Donc il y aura une piste cyclable sécurisée, totalement dédiée. Et ça reliera ce quartier aussi à l'école Henri Matisse, puisque certains parents emmènent leurs enfants à l'école à pied, puisqu'ils habitent dans le quartier. C'est vrai que
rien que mieux que de se déplacer à pied, déjà pour le sport et la santé, mais aussi pour la planète. Et là, justement, on se met dans le match sur ce programme-là. Et effectivement, encore une fois, ça nous demande une modification parce que quand les appels d'offres ont été lancés, les entreprises ont répondu, elles ont été mises en concurrence, mais à des niveaux bien plus hauts que ce qu'on avait prévu. Les entreprises nous disant, oui, mais on a augmenté nos salariés, donc on les paye plus pour les conserver, parce que la main-d'œuvre dans le BTP, c'est compliqué. Les matériaux sont plus chers, les mâts électriques en aluminium, ça coûte extrêmement cher. Et donc on a une augmentation, vous le voyez à l'écran. Y a-t-il des questions ? Donc c'est le même principe que le point précédent. Je vous propose donc de passer les crédits de paiement qui étaient prévus de 800 000 en 2023 et de 500 000 en 2024 à donc 700 000 et de baisser un petit peu en fait puisque les travaux ont pris quelque peu de retard en 2023 et de les monter par contre à 900 000 en 2024 puisque la plupart des investissements aménagements, en final, se réaliseront en 2024 et nous recevrons les factures dans la foulée. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Chers élus, merci beaucoup. Nous allons pouvoir continuer les chantiers. Point numéro 17 sur le budget principal et l'autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses d'investissement, préalable d'ailleurs en anticipation du budget 2024, donc vous le savez, c'est une ligne qu'on passe chaque année qui autorise le vote du budget se faisant toujours aux alentours du mois de mars-avril. Si on ne vote pas ce point que va nous présenter Nadia Oudalmer, on ne pourra pas en fait exécuter ou payer les entreprises entre le 1er janvier et le moment où on passe le budget. Donc ça nous permet en fait de continuer la vie démocratique et la vie de Saint-Sulpice. Madame Oudalmer, je vous laisse la parole pour ce point. Merci Monsieur le maire. Dans l'attente du vote du budget primitif 2024 de la commune, une autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses d'investissement est utile et nécessaire afin de ne pas rompre la chaîne des règlements d'opérations budgétaires et comptables. Selon l'article L 1612.1 du Code général des collectivités territoriales, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril en l'absence d'adoption du budget, avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Les crédits inscrits à reste à réaliser ne rentrent pas dans le calcul du quart des crédits ouverts. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation du programme ou d'engagement voté sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation du programme ou d'engagement. Plusieurs autorisations de programme ont été adoptées dans le cadre des projets. Dimensionnement du réseau d'eau potable et de la réfection de voirie route de l'Avor, autorisant des crédits de paiement pour l'exercice 2024 à hauteur de 725 125,80 €. Requalification de l'avenue du Capitaine Beaumont à hauteur de 700 000 €. Réhabilitation du bâtiment Polyespace autorisant des crédits de paiement pour l'exercice 2023 à hauteur de 1 200 000 €. Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessous sont inscrits au budget lors de son adoption. Pour rappel, le total des crédits alloués aux dépenses d'équipement aux sections d'investissement au budget primitif 2023 était de 5 071 273,12 €, répartis comme suit. Chapitre 20. Immobilisation incorporelle, 120 000 €. Chapitre 204. Subvention d'équipement versée, 37 984,42 €. Chapitre 21. Immobilisation corporelle, 1 773 413,70 €. Chapitre 23. Immobilisation en cours, 3 134 875 €. La limite supérieure que la commune pourra engager, liquider et mandater dans l'attente du vote du budget primitif pour l'année 2023 sera donc de 5 071 273,12 €, fois 25%, soit 1 267 818,28 €. Il est proposé à l'Assemblée de recourir à cette faculté dans l'attente du vote du budget primitif 2024, étant entendu que l'autorisation précisera le montant et l'affectation des crédits selon le tableau ci-dessous. C'est le tableau que vous avez juste là en écran. Est-ce que vous voulez que je l'énumère ou ça ira?
je pense qu'on a la lecture. Il n'y a pas de sujet. Avez-vous des questions? Merci Madame Boudalmer pour cette présentation. Je vais passer donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer cette fois-ci le même point, mais sur la version budget assainissement, avec les autorisations donc d'engagement au préalable du budget 2024. Pour présenter ce point spécial assainissement, je vais laisser la parole à Madame la première adjointe, Madame Mahalen. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, comme vu précédemment, dans l'attente du vote du budget primitif 2024 de la commune, une autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses d'investissement est utile et nécessaire afin de ne pas rompre la chaîne des règlements d'opération budgétaire et comptable. Donc pour rappel, le total des crédits alloués aux dépenses d'équipement en section d'investissement au budget primitif 2023 était donc de 947 886 € et 94 centimes. La limite supérieure que la commune pourra donc engager, liquider et mandater dans l'attente du vote du budget primitif pour l'année 2024 sera donc de 236 971 € et 73 centimes. Il est donc proposé à l'Assemblée de recourir à cette faculté dans l'attente du vote du budget primitif 2024, étant entendu que l'autorisation précisera donc le montant et les affectations donc de crédit selon le tableau que vous avez à l'écran. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose donc de soumettre au vote ce point. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Nous allons passer au point numéro 19 sur le budget annexe du transport urbain, le Sulpicien, donc nos lignes de bus urbaines, je précise, puisque c'est important. Le Sulpicien ne peut que aujourd'hui desservir le périmètre à l'intérieur de la ville. Et pour présenter ce point budgétaire, je vais laisser la parole à monsieur le délégué aux mobilités, Benoît Albagnac. Merci monsieur le maire. Lors du vote du budget principal de la commune sera également délibérée l'attribution de la subvention d'équilibre annuelle versée par le budget principal de la commune vers le budget annexe au transport urbain. Pour rappel, en 2023, la subvention d'équilibre versée était d'un montant de 190 000 € TTC. Afin de permettre la continuité d'exécution budgétaire et le paiement des factures dues avant le vote du budget, il est proposé de procéder au versement par voie de subvention d'une avance de la subvention d'équilibre du budget principal de la commune au budget annexe au transport urbain d'un montant de 86 000 €. Ce versement permettra notamment d'assurer le paiement des redevances auprès de l'ASPL d'un point à l'autre pour la période de décembre 2023 à mars 2024. Donc l'Assemblée est invitée à approuver le versement d'une subvention d'équilibre d'un montant de 75 000 € hors taxe, soit 80 000 € TTC. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Pas de questions, donc je soumets, merci monsieur Albagnac pour cette présentation. Je soumets au vote des conseillers et conseillères. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité pour ce point 19. Point numéro 20. Sur une modification, donc décision modificative numéro 2, on arrive à la fin de l'année, donc on aura eu 2 modifications budgétaires depuis le vote du budget au mois de mars. Décision modificative sur le budget général. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame l'adjointe à la réussite éducative et à la jeunesse de Saint-Sulpice, Nathalie Marchand. Merci Monsieur le maire. Donc DM2, dans le cadre du travail mené avec les services du Trésor public visant à fiabiliser l'actif de la collectivité et le mettre en conformité avec celui du service de gestion comptable de Gaillac, convient de procéder à la passation d'écriture de correction. Ces opérations vont être comptabilisées sur le chapitre 041, opérations patrimoniales. Ce chapitre est un chapitre d'ordre budgétaire et ne donne pas lieu à décaissement de trésorerie. Vous avez le tableau joint concernant les opérations mentionnées. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je propose de soumettre au vote ce point. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer sur la même dynamique sur le budget annexe du service assainissement, point 21, et notamment sur les fixations, vous savez, du mode de gestion des amortissements et immobilisation dans le cadre de la M49. Nous l'avions passé sur le budget général
sur les conseils municipaux précédents. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à monsieur le directeur général des services de Saint-Sulpice, Alaric Berlureau. Merci monsieur le maire. Donc les dispositions du Code général des collectivités territoriales imposent pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. Ce sont donc des dépenses obligatoires enregistrées dans le budget de la collectivité. Ces immobilisations sont imputées en section d'investissement sur les comptes de classe 2 et donc il est proposé dans le cadre de cette délibération de fixer la durée des amortissements du budget assainissement tels que vous les avez dans la note ou à l'écran sur les durées qui correspondent grosso modo à la durée de vie de chacun des amortissements et des investissements réalisés avec la règle du prorata temporis dans l'application annuelle budgétaire. Je vous fais grâce de la lecture de l'ensemble des lignes et de l'ensemble des durées d'amortissement pour l'ensemble des biens correspondant aux investissements sur le budget assainissement. Merci monsieur Berlureau. On va patienter un petit peu avant de passer au vote parce que monsieur Lassalle est en train de distribuer des petites gourmandises de fin d'année. Et puis on attend bien sûr par élégance monsieur Lacoste pour qu'il participe au vote. J'en profite du coup aussi pour vous indiquer que les élus de l'équipe majoritaire ont prévu un petit pot de fin d'année de l'amitié avec une petite sous format d'auberge espagnole et bien entendu les élus de l'équipe minoritaire active et citoyenne, puisqu'il n'y a que vous ce soir, les autres sont pas là, ils sont absents, sont bien entendu conviés à se partager le verre et puis ce petit pot de l'amitié en fin de conseil municipal si toutefois vous désirez rester avec nous. Voilà. L'invitation est lancée. Et bien sûr, si la presse veut rester avec nous, manger un petit bout à la fin, pas de problème pour le petit grignotage. Donc nous avons entendu le retour de monsieur Lacoste pour passer au vote ce budget annexe service assainissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 22 sur la fixation, cette fois-ci, du mode de gestion des amortissements et des immobilisations, mais cette fois-ci sous le chapitre financier de la règle comptable M41, donc la M41 qui cadre la partie financière, notamment sur les budgets, ce qu'on appelle SPIC, et notamment le budget spécifique sur les énergies ENR, qu'on appelle les énergies renouvelables, et notamment à Saint-Sulpice, le choix qu'on a fait sur l'investissement de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à monsieur le DGS de la collectivité, Alaric Berlureau. Merci monsieur le maire. Donc même principe que sur le point précédent, même sur un budget de service public industriel et commercial, nous devons fixer les durées d'amortissement des biens investis. Donc vous avez là également la liste des biens qui peuvent être amortis avec l'article de référence et la durée d'amortissement pour l'ensemble de ces biens qui est fixé. Voilà monsieur le maire. Y a-t-il des questions? Pas de questions sur cette présentation. Merci monsieur Berlureau. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 23 sur la désignation d'un représentant au sein de la commission d'appel d'offres. Je vais laisser pour présenter ce point la parole à madame la première adjointe qui s'occupe des affaires internes de la mairie, Anan Mahalem. Merci monsieur le maire. Donc, par délibération du 25 mai 2020, les membres du conseil municipal ont approuvé la constitution de la commission d'appel d'offres. Considérant la démission donc, de membres de la liste Saint-Sulpice active et citoyenne qui étaient membres de cette commission,
il nous appartient aujourd'hui donc de modifier cette composition. Donc la composition actuelle de la commission est la suivante, hein, vous l'avez sous les yeux. Donc pour la liste Un avenir ensemble pour Saint-Sulpice, en tant que titulaire, M. Jean-Philippe Pelligetti, M. Bernard Capu, ainsi que M. Cabaret. En suppléant, nous avons M. Alain Ourliac et M. Benoît Albagnac. Pour la liste Saint-Sulpice active et citoyenne, donc Mme Malika Mazouz. Et en suppléant, M. Sylvain Plugnan. Pour la liste Saint-Sulpice, c'est vous, Mme Valérie Beau et M. Sébastien Brosse en suppléant. Donc sur proposition donc, de M. Lassalle, il convient donc aujourd'hui, alors je ne sais pas si peut-être toute l'équipe, tous les conseillers ici présents sont d'accord pour procéder à ce vote à main levée et non pas à bulletin secret. Donc pour la liste Saint-Sulpice active et citoyenne, il est proposé donc de désigner M. Julien Lassalle en tant que délégué titulaire et M. Lacoste en tant que délégué suppléant. Je vous propose donc sur la présentation, merci Madame Malem, de Madame la première adjointe, je vous propose de passer au vote et au remplacement. Donc Madame Malem l'a dit, délégué titulaire Julien Lassalle et délégué suppléant, avec donc un vote à main levée. Qui donc est favorable à l'instauration d'un délégué titulaire pour l'équipe Saint-Sulpice Active et Citoyenne, M. Lassalle, et donc un délégué suppléant, Maxime Lacoste. Qui est favorable? Bon ben voilà, vote à l'unanimité. Donc remplacement et désignation donc de représentants. Voilà, on peut lever les... Merci. On a prévu quelque chose après pour le petit buffet, donc il y a une petite bouteille de... On va ouvrir la bouteille. Point numéro 24, merci beaucoup. Point numéro 24, cette fois-ci sur la désignation d'un représentant au sein de la commission de délégation de services publics, donc la commission DSP. Là également, je vais laisser Madame la première adjointe en charge des affaires internes vous présenter ce point. Merci Monsieur le maire. Donc de la même façon, considérant donc la démission de deux membres de la liste Saint-Sulpice Active et Citoyenne, il convient donc de modifier la composition de cette commission et donc de proposer ou de désigner un nouveau délégué titulaire et un nouveau délégué suppléant sur cette commission de délégation de services publics. Donc il est proposé en délégué titulaire donc, de nommer Monsieur Maxime Lacoste cette fois-ci et en délégué suppléant donc Monsieur Julien Lassalle. Comme le point précédent, merci Madame Malem, je vous propose de voter à main levée sur cette proposition donc de désignation d'un représentant au sein de la commission DSP, Monsieur Lacoste titulaire, Monsieur Lassalle suppléant. Qui est favorable? Écoutez, c'est unanimité totale pour cette fin d'année, donc bravo à Monsieur Lacoste et Monsieur Lassalle, et bienvenue dans cette commission de délégation de services publics. Nous avons fini les points de l'ordre du jour de ce dernier conseil municipal de l'année. Nous n'avons pas reçu de questions diverses des groupes minoritaires d'opposition. Vous avez les comptes rendus de décision du maire que j'ai pris par délégation sur le mois précédent, c'est-à-dire le courant du mois de novembre. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces décisions du maire. Oui, Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Juste sur la décision de conventionnement d'honoraires d'avocats portant sur des prestations de conseil juridique, on voit que le choix s'est porté sur un cabinet parisien. Champs-Élysées, c'est sympa. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le choix de ce cabinet plutôt que d'autres, et puis s'il y a un dossier particulier du coup qui est en cours? Voilà. Bah, alors, oui, alors c'est un cabinet qui avait déjà les affaires juridiques en main. Donc on continue sur ce conventionnement d'honoraires parce qu'en fait ce cabinet a
à l'historique justement des affaires internes de la mairie sur ces sujets-là. On essaye au fur et à mesure des changements, vous l'avez vu notamment sur la partie urbanisme où on a changé, on a pris un cabinet toulousain, on essaye de se rapprocher un petit peu, parce qu'au final les allées Saint-Cyprien c'est pas si mal que ça, comparé aux Champs-Élysées, mais on essaye au fur et à mesure. Alors c'est toujours compliqué dans des affaires qui sont en cours. Là dernièrement par exemple on a pris un cabinet de Castres sur une affaire qui m'était pour le coup attachée personnellement, puisque c'est les menaces de mort que j'ai reçues cette année, et là aussi vu que c'était une nouvelle affaire on a pu changer et donc prendre un cabinet castrais. Petit à petit je pense que ça va s'écrémer, mais c'est vrai que à l'époque sur des affaires très très spécifiques, je prends l'exemple, monsieur Capu le sait, sur le litige qu'on a sur le tennis par exemple, les experts sont pas locaux, c'est des experts d'un niveau de pointure très élevé et on n'en trouve pas beaucoup en France. Encore une fois, on essaye de mettre toutes les chances du côté de la ville de Saint-Sulpice pour réussir à gagner ces affaires-là. Parce qu'après, on peut prendre le premier venu, mais derrière, c'est des grosses sommes qui sont en jeu et ça serait dommage de les perdre. Voilà pour répondre à monsieur Lassalle. Voilà, et puis vous le voyez, une petite décision numéro 1 qui est intéressant, un nouveau club de boxe à Saint-Sulpice. Donc longue vie à eux, et ça permet la diversité aussi des sports à Saint-Sulpice. Qui organise d'ailleurs un gala le 20 janvier, pour ceux qui veulent être présents à Matisse. Voilà, donc un gala 20 janvier. Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, en famille, avec vos proches. Faites attention à votre santé. Le Covid n'était pas si loin, c'est 2020. Je vous invite également, vous avez la date à l'écran, le samedi 20 janvier à la salle René Cassin pour les vœux à la population. Et cette année, on s'est dit que la petite phrase pour l'année 2024, c'était année de Jeux Olympiques, forcément, c'était de relever le défi et notamment de créer une nouvelle discipline qui s'appellerait la citoyenneté. Je crois qu'on en a toutes et tous besoin, et Saint-Sulpice en premier. Donc bonne fête de fin d'année, puis pour ceux et celles qui veulent rester pour le petit buffet qu'on a prévu au Berger Espagnol, vous êtes les bienvenus. Bonne fête de fin d'année et puis à l'année prochaine.